Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du SNL Sports Talk. Le Summer Tour était peut-être terminé, mais nous on fait que commencer, n'est-ce pas Samuel? Tout à fait, Louis. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, très bien. On repart sur une nouvelle année. La rentrée a démarré. On C'est commence le ça. rythme. Donc on reprend notre rythme habituel d'un épisode une fois tous les deux mardis. Et on a quand même sacrément de choses à dire parce qu'il s'est passé des dingueries pas plus tard qu'hier si on parle de basket. Mais en Hmm. attendant, on va commencer par parler de football. Et on va parler de trucs qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la dernière fois. C'est les tirages au sort des autres clubs français dans toutes les autres compétitions européennes. Je te propose de démarrer par la Conférence League parce que ça va aller très vite. Il n'y a qu'un seul club, c'est Strasbourg. Et on va Ouais. faire du coup plus ou moins le même exercice que la dernière fois. Je t'énumère tous les clubs et tu me dis un peu les chances de notre club français de passer. Donc, pour Strasbourg en Conference League, nous avons à domicile Crystal Palace, Jagiellona, Breidablik et à l'extérieur le Slava Bratislava, Aberdeen et Aken. Vas-y mon Samuel, dis-moi un petit peu tes pronostics, même s'il y a Bah, clairement un écoute, clair problème. non, mais cette compétition, elle est intéressante et c'est pour ça qu'on aime bien aussi, c'est qu'il y a des clubs qu'on connaît absolument pas, hein. Je pense Oui. que la moitié de ce que tu as cité, Breidablik, Haken, Aberdeen, tout ça, on les connaît pas Aberdeen, je trop. sais que c'est du côté de l'Écosse. Voilà. Oui, c'est ça, on connaît un peu, mais honnêtement, leur niveau, je pense que c'est largement en dessous de Voilà. Strasbourg et surtout au vu du recrutement de cet été, énormément de moyens mis en place cet été par Strasbourg grâce à Bluco, etc. Donc Mm. honnêtement, moi quand je vois, je sais pas toi, mais quand je vois les adversaires, pour moi ça doit se passer 100%. Je Sauf pour pense Crystal que Palace qui va poser problème. Mais l'avantage, voilà, c'est c'est que ça. c'est Strasbourg qui recevra Crystal Palace. Donc c'est une bonne chose. Oui, et puis quand on regarde un peu plus globalement les adversaires qu'il y a dans cette Ligue Europa conférence et qu'on essaie de juger un peu si c'est possible d'aller la chercher. Oui. Honnêtement, Crystal Palace fait partie des gros, donc jouer tout de suite Crystal Palace, pouvoir juger un peu leur niveau, etc. Ça peut être une Oui, bonne c'est chose. ça. Et puis bon, ouais, moi je pense que ça peut faire, ça doit se qualifier obligatoirement, hein. Je pense que Ah voilà, au oui, vu je des pense adversaires. clairement que c'est possible, mais il faudra quand même pas non plus se laisser surprendre parce que aussi la Conférence League, au vu des anciennes performances des anciens clubs français, ils ont Ah, c'est sûr. souvent eu tendance à se faire un peu surprendre par des plus petits clubs. Donc c'est maintenant au tour Ouais, de mais Strasbourg de porter l'étendard. je pense que c'est le moment aussi des clubs français de performer dans ces petites coupes d'Europe, hein. Voilà, C'est ça. Est-ce voilà, que le fait que Paris a remporté la Ligue des Champions, est-ce que ça, je sais pas, ça libère d'un ça peut, certain ouais, poids? ça peut porter un peu tout le monde, mais honnêtement, là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose sur cette compétition pour Mm. Strasbourg. Et je pense que c'est leur retour en Europe, il faut pas le manquer. Et puis, Oui. au vu des adversaires, je pense que ça pourra aller loin. D'autant plus que la Conference League, en phase de poule, vous ne jouez que 6 matchs et pas 8. C'est ça. On va justement passer à l'Europa League. On a trois clubs français engagés. On va commencer par le LOSC, donc le Lille d'Olivier Giroud. Et là, quand même, on a du lourd. Alors, laisse-moi tout te dire. Nous avons le Dynamo Zagreb, le PAOK, le Fribourg, Brann, l'Étoile Rouge de Belgrade, Celta Vigo, les Young Boys et l'AS Roma, qui font partie des favoris pour remporter la compétition. Comment on estime les chances de Lille? Bah là, c'est un peu plus relevé forcément, hein. On monte d'un cran. Là, tout de La suite, il y a plus de noms Roma, connus. ouais, voilà, la Roma, Young Boys, Fribourg, c'est des équipes qui jouent régulièrement de la Coupe d'Europe, etc. Donc évidemment que ce sont de même le Dynamo Zagreb, hein, qu'on avait vu l'année dernière en Oui. Ligue des Champions, etc. Très performant. Donc faut toujours évidemment se L'Étoile Rouge méfier. de Le PAOK Belgrade aussi. aussi, hein. Ouais, voilà. Donc ça, c'est des équipes qui sont régulièrement. Je trouve que le tirage est un peu corsé au vu C'est peut-être le plus des corsé équipes. des trois clubs français, hein. Ouais, ouais, je pense honnêtement au vu de ce qu'il y a dans cette compétition-là. Mais bon, je pense que Lille a les armes. Pour Oui. l'instant, moi, je trouve qu'ils font un très bon début de saison. Je sais pas ce que t'en Ah, penses. Je suis clairement, assez clairement, surpris parce que clairement. on avait des gros doutes, je trouve, parce que ils ont perdu énormément de gros joueurs, que ce soit Joe David, etc. Donc, et pour l'instant, je trouve qu'ils font une grosse début de saison. Alors, un gros début de saison, pardon. Donc, à voir s'ils arrivent à jouer sur tous les tableaux et qu'ils arrivent comme l'année dernière à faire du bon boulot. Mais je pense que pour cette année et au vu de ce qui s'est passé l'année dernière, je pense que ça peut être une très bonne compétition pour eux Hmm. et j'espère qu'ils vont aller loin. En tout cas, ils en ont les armes. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Du côté de l'OGC Nice, pareil, même exercice. On retrouve du coup l'AS Roma, nous avons le Sporting Braga, nous retrouvons Fribourg aussi, les Go Ahead Eagles, Ludogorets, c'est un petit revenant, Porto, Hmm. Fenerbahçe et le Celta Vigo. Pour Nice, disons que l'Europe a pas été une super expérience ces dernières années. Est-ce que ça va aussi mal se passer que l'année dernière?
Ah, là, ouais, là, ça va être je pense qu'honnêtement, vu le début de saison, etc., on avait déjà des grosses inquiétudes hein, au vu de leurs résultats au barrage de Contre Ligue des Benfica, Champions. ouais. Tout à fait. Ils vont affronter Là, deux équipes portugaises, donc leur malheur ne va pas s'arrêter en si bon chemin. ouais, ouais, en plus, mais honnêtement, j'ai un peu peur pour Nice, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. J'espère qu'ils vont pas couler trop vite parce qu'ils ont eu un recrutement, ils ont perdu Mm. énormément, ils se sont pas tant renforcés que ça. On sent que ils sont un peu en phase difficile pour l'instant, donc Ouais. j'espère que ça va le faire. Mais honnêtement, il y a des gros adversaires, Rome, Braga, Porto. Ça, c'est quand même Même des le Celta Fenerbahçe. Vigo peuvent être dangereux, hein, vraiment, hein. Ouais, ouais, donc va falloir faire très attention. Honnêtement, vu ce qu'ils ont montré l'année dernière, j'attends d'eux quand même autre chose, hein. Parce que s'ils font pire que l'année dernière en Ligue Europa, voilà, Ouais, ça bah sera ils peuvent vraiment pas faire terrible. pire. Bah, le pire, c'est 36e place. Voilà. Voilà, donc honnêtement, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se battre, mais je pense ils peuvent jouer au moins le barrage. Après, la qualif directe, ça risque d'être compliqué, je Ouais. pense. Et je pense pas qu'ils finiront dans les premiers du barrage, sans compter qu'en plus, au milieu de tous ces matchs de poule, il y aura la Coupe de France aussi qui arrivera. Ouais. Donc Mais autant te dire que ça va être compliqué. honnêtement, s'ils arrivent à se relever un peu et qu'en championnat, ça commence un petit peu à se remettre et qu'on arrive à avoir quelque chose de cohérent, parce que pour l'instant, c'est très difficile, hein. Ils ont perdu au Havre juste avant la trêve. Oui. Ça fait mal. Donc j'espère qu'ils vont sortir la tête un peu de l'eau et pouvoir enchaîner et pouvoir enfin cette année, bah, pas se qualifier pour une Coupe d'Europe pour au final finir avant-dernier ou dernier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc nous verrons bien. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être eux qui ont eu le tirage le plus intéressant. Tu vas me dire, hein, nous avons donc Salzbourg, le PAOK, nous avons le Betis Séville, Maccabi Tel Aviv, Utrecht, les Young Boys de Berne, les Go Ahead Eagles et le FC Bâle. On va aller quand même pas mal en Suisse hein, pour pour les Lyonnais, mais ça me paraît déjà un peu plus abordable. Ouais, ça paraît plutôt cohérent. Après, Lyon, on sait, hein, tout l'été on en a parlé. Il y a eu une saison, enfin une intersaison très compliquée. Ils ont frôlé la Voilà. Ligue 2. Voilà, on va pas revenir là-dessus sur le volet financier, etc. Mais bon, il y a eu un gros écrémage et bizarrement, étonnamment, bah pour l'instant ça marche super bien. Ah, en Je Ligue crois 1, c'est quand même ils c'est sont fou, hein. co-leaders avec le Paris Saint-Germain. On a l'impression que les consignes du coach passent bien. On sent une équipe qui joue ensemble, qui est des mecs soudés. Donc pour l'instant ça marche. À voir sur le long terme, honnêtement, parce que évidemment ils ont perdu beaucoup de joueurs, donc ils ont un banc qui est évidemment très réduit. Oui. Donc on va voir ce que ça donne, mais pourquoi pas pour eux être un peu une bouffée d'air cette Ligue Europa. Et au vu des adversaires, notamment à domicile, pourquoi pas aller chercher quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Donc, on va suivre avec beaucoup d'intention. Nous avons donc au total 7 clubs français Ça engagés fait sur plaisir les ça. 3 compétitions européennes. C'est vraiment super cool et on espère sincèrement qu'on aura un résultat, quelque chose, en tout cas que ça On espère fasse en tout cas honneur à ce qui s'est passé l'année dernière. pas de jeudi noir, j'espère, Voilà, en c'est tout ça. cas. Parce qu'on en a déjà eu assez comme ça. On peut encore en dire quelques autres mots sur le football. On peut parler éventuellement de ce qui s'est passé du côté de l'équipe de France. On a eu une Ouais. victoire 2-0 contre l'Ukraine. Une victoire qui a quand même mis un petit peu de temps à se définir, même si on a eu le premier but de Michael Olise à la 10e minute. On a senti quand même qu'il y avait vraiment un moment où enfin, il Mm. s'est rien passé. Et après, Kylian Mbappé a juste eu à mettre le petit coup d'accélérateur qu'il fallait pour faire le break. On a un match là qui va se dérouler demain soir à l'heure où on enregistre. Donc ça va se dérouler le jour même où ce podcast va sortir. Samuel, on en pense quoi là de ce premier test plutôt? Bah écoute, c'est des matchs un peu, bon voilà, c'est qualif de Coupe du Monde. Certes, c'est important, mais les adversaires sont pas terribles, hein. Ukraine, Azerbaïdjan, Islande et c'est tout. Et la France du coup. Disons que c'est Euh, abordable. voilà, donc c'est sur le papier, voilà, on en fait beaucoup, mais au final, voilà, ça devrait passer largement. Et bah écoute, pour moi, ce match était quand même intéressant parce que l'Ukraine, c'est une équipe, bon, malgré le contexte, etc., c'est une équipe avec des soldats, hein. C'est vraiment, enfin, sans mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment des mecs qui se battent vraiment pour jouer. Ouais, Et ils sont très solides. Donc j'attendais quand même ce match avec impatience, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu l'équipe de France. ouais. Et puis au vu de la liste, etc., il y avait quand même pas mal de choses intéressantes.
Et puis, bah écoute, moi j'ai trouvé une bonne première mi-temps, vraiment. Ouais, Une très bonne première mi-temps avec du pressing, de l'intensité, des bonnes combinaisons devant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait ouais, pas c'est vu ça. des joueurs aussi bien combinés, en sachant que c'est des jeunes joueurs, hein. On avait Désiré Doué, etc. On Ouais, avait Michael ouais. Olise, c'est quand même des On, gens, on enfin des reparlera joueurs. très vite fait de Désiré Doué juste après. Et puis Ouais, c'est aussi ça. des postes un petit peu, encore une fois, Deschamps qui fait un peu des postes à contre-pied. Michael Olise numéro 10, on l'a pas souvent vu. Et ça a cliqué. Mais ouais, une attaque à 4 pour Didier Deschamps, ça fait depuis maintenant quelques mois qu'il est passé sur ce format-là, sur cette Ouais, combinaison-là. C'est assez étonnant parce qu'on avait l'habitude du 4-3-3 bétonné avec trois milieux défensifs, c'est voilà, ça. vraiment du et devant démerdez-vous. Et puis là, j'ai trouvé un peu des bonnes choses. Par contre, deuxième mi-temps un peu moins où ça perd un peu en intensité. Après, c'est normal. Ouais, On est ouais. assez tôt dans la saison, mais attention quand même. Et puis au final, tu l'as dit, voilà, une belle action, Tchouaméni qui lance en profondeur, Quelle Mbappé qui passe de finit. Tchouaméni par contre. Ouais, ouais, et si on doit parler un peu des individualités, moi j'ai trouvé Tchouaméni très bon. Ouais, ça Depuis le change un début de... peu parce qu'au Real Madrid c'était compliqué ces derniers mois. Ouais, c'est ça, l'année dernière il était souvent en défense centrale pour pallier un peu les blessures de Rudiger, etc. Oui. Donc on le trouvait, moi je le trouvais pas très bon en équipe de France, il était pas étincelant. Et là, associé à Manu Koné, je trouve que cette charnière est plutôt intéressante. Ça marche, hein. Alors à voir si ça va faire concurrence avec Rabiot ou autre. Mais en tout cas, moi, s'il y a une individualité à sortir, ça serait lui. Ouais, je suis d'accord, je suis assez d'accord. Donc, du coup, l'équipe de France qui va du coup à nouveau jouer demain. On joue, enfin, alors on enregistre, on joue contre qui nous demain? C'est l'Islande, si je dis pas de C'est bêtises. Donc l'Islande, donc bon, du coup, voilà, normalement, c'est... ça devrait, sans trop de problèmes, plutôt bien se passer. Mais avant de clôturer plus ou moins cet encart foot, on doit parler justement, on a évoqué le nom Désiré Doué, on va évoquer aussi le nom Ousmane Dembélé. Ils ont tous les deux été blessés et ne pourront pas du coup poursuivre le rassemblement. Ils sont blessés pour plusieurs semaines, ce qui va impacter du coup le Paris Saint-Germain, qui justement n'était pas super content de ces nouvelles-là et qui du coup a envoyé carrément un message à Didier Deschamps et à l'équipe de France en leur disant que bah ils ont merdé globalement. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est quand même aussi inédit quand même. Ouais, bah... je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, c'est l'actu un peu chaude du moment. C'est un peu la polémique. Oui. Cette blessure, donc tu l'as dit, de Désiré Doué au mollet et de Dembélé à l'ischio. Ils vont être C'est pour ça absents que d'ailleurs pendant Dembélé avait pas longtemps. démarré, hein. Si jamais pour information, c'est pour Ouais, ça c'est qu'il avait pas ça. Donc démarré. les deux joueurs se sont blessés pendant la rencontre. Oui. Longue absence pour les deux. Ils vont manquer le début de la Ligue des Champions, notamment Atalanta, etc. Je crois même Je Dembélé crois. pour le Barça, ça va être difficile. Ouais, c'est un mois pour les deux minimum, c'est ça, hein? Je crois que Doué c'est 3 à 4 semaines et Dembélé c'est 6 à 8 semaines. Ouais, voilà, Donc c'est ça. on est quand même sur des grosses blessures. Le débat, il est un peu sur est-ce que finalement, ce qu'on reproche le Paris Saint-Germain à l'équipe de France et au staff des Bleus, c'est d'avoir fait jouer évidemment, notamment Dembélé, parce qu'il s'était blessé donc dans le dernier match contre Toulouse, il s'était arrêté, il avait ressenti une gêne et voilà, normalement quand tu sens que t'es blessé, bah tu vas quand même t'es sélectionné, tu pars en équipe de France, tu Mhm. fais constater ta blessure au médecin et on dit bah ciao, c'est trop tard, enfin tu pourras pas jouer quoi. C'est ça. Et pourtant, Sauf ils qu'il avaient n'y a pris des pas. précautions aussi. Ils avaient retiré Ryan Cherki, ils l'ont fait remplacer par Hugo Ekitike. Ils avaient quand même pris certaines précautions avant. C'est ça. Mais est-ce que la question aussi, pardon, je te coupe, la question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce que les joueurs ont dit? Est-ce qu'ils ont insisté pour pouvoir jouer? Il y a aussi ça, la question n'est pas répondue parce que Didier Deschamps s'est défendu une première fois sur le plateau de Téléfoot en disant notamment qu'il avait fait jouer Désiré Doué quelques minutes en sachant plus ou moins qu'il était blessé, mais qu'il a écouté son état de forme et son ressenti à lui. Et au final, ça s'est conclu par sa blessure. Donc il y a aussi ça, c'est qu'est-ce que les joueurs ont dit? Ouais, il y a cette question-là, il y a qu'est-ce que le staff, qu'est-ce que les deux staffs. Moi, je pense que le cœur du problème, c'est la communication entre les deux parties, parce que on a donc le staff du Paris Saint-Germain qui a envoyé une lettre à la fédération juste avant le match, en indiquant que ces joueurs étaient risqués de se blesser, qu'ils étaient affaiblis, etc. Ils ont des données très très précises que l'équipe de France n'a pas, hein. Le staff du Paris Saint-Germain, c'est très très pointueux, hein. Pour les gens qui savent pas, c'est vraiment, Oui, ils ont des balises sur chaque entraînement. Enfin, c'est très précis. Et ils ont des états de forme et ils savent quand leurs joueurs sont en forme ou pas. Et ils ont donc envoyé ce courrier en demandant, bah voilà, de pas de ménager leurs joueurs, etc. Après, le staff des Bleus a pris le relais.
Et donc le médecin de l'équipe de France, ils ont envoyé un feu vert comme quoi, bah voilà, Dembélé pouvait rentrer, Désiré Doué pouvait jouer. Et donc voilà, le Désiré Doué se blesse à la mi-temps. Qui c'est qui le remplace? Dembélé. Dembélé se blesse. Voilà. Voilà, et je pense que le joueur n'a pas milité pour pas jouer. Il a pas insisté pour ne pas jouer. Donc voilà, il y a toujours ce débat-là. Est-ce qu'il faut changer la communication? C'est très complexe, hein, à vrai dire. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Et je pense qu'on n'en saura pas beaucoup plus Non, mais il y avait jusqu'à un certain l'histoire moment. avec l'année dernière, Mbappé qui avait le Real Madrid et Mbappé avait fait le forcing pour pas Oui, venir oui, oui. en sélection. Donc voilà, si le Paris Saint-Germain avait fait le forcing et que les joueurs ne seraient pas venus, qu'est-ce qu'on aurait dit, etc. Donc c'est un peu un débat sans fin et C'est je ça. pense que ouais, on pourra en parler pendant plus longtemps que ça, mais c'est assez compliqué comme débat, quoi. Puis surtout, on n'aura jamais vraiment la réponse, je Non, pense, hein. on saura pas qui a fait quoi, qui a merde. Enfin, on Voilà. saura peut-être bientôt, mais en tout cas, je pense que les torts sont partagés et que le cœur du problème, c'est la communication entre les deux parties, je pense. Voilà, c'est ça. Et je te propose, à moins que tu aies autre chose à ajouter, qu'on conclue sur cet écart football. On va passer, tiens, on va passer un peu, on va faire un petit écart rugby. Parce Ouais. qu'on a deux, trois trucs à dire. On a du coup la reprise du top 14 qui s'est faite là ce week-end dernier. Et on a du Mm. coup nos finalistes sortants de l'UBB et les champions d'Europe actuels en titre. Et du coup nos champions de France Toulouse qui ont repris avec caractère et ont remporté leur premier match. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord sur le avec caractère. Si on parle de l'UBB, bah solide match face à La Rochelle, hein. À Et Chaban. pour les voilà à la maison. Et puis tu l'as dit, je trouve ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le mot caractère parce que les deux équipes, que ça soit l'UBB et Toulouse, les deux finalistes, ont eu une prépa très courte comparée aux Oui, autres équipes. Et malgré ça et malgré les absents, hein, que ça soit oui, côté parce que Toulouse ou côté l'infirmerie est UBB. remplie de partout. Ouais. Ouais, on a Lucu côté UBB et puis tout le reste côté Toulouse qui depuis la fin de saison, voilà, c'est un peu le calvaire. Et malgré ça, on a eu de belles prestations, hein, globalement de ces deux équipes-là. Toulouse, un très beau match, j'ai trouvé le match de Toulouse face à Ouais, Clermont. à l'extérieur Voilà, et remporte la victoire facilement, plus ou moins. exactement. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve que les recrues côté UBB ont fait le taf Oui, c'est clair, ouais. sur un Ouais, parce premier qu'ils ont match été comme assez ça. actifs sur le marché des transferts du bébé, c'est vrai. À chaque fois, là, ces dernières années, ils y vont Ouais, beaucoup et encore une et- fois, ça paye. exactement. En plus, c'est quand même un gros match, hein, Hmm. face à la Rochelle, donc D'entrée de jeu, ça La augure Rochelle, c'est costaud. que de bonnes choses. Et puis si moi j'ai une petite équipe, j'aimerais bien quand même, Vas-y. j'ai hâte de la suivre en tout cas. C'est l'Aviron Bayonnais. Je trouve qu'ils ont fait une très très belle Ah, saison l'année dernière. eh Ils sont oui. demi-finalistes et j'ai hâte de les voir un peu évoluer, voir comment ça se passe. Même si en ce moment il y a quand même des grosses tensions entre le staff et la direction sur les problèmes de coach, etc. J'espère que ça va se régler et qu'ils vont pouvoir faire une saison au calme. Mais en tout cas, je pense que c'est une équipe à suivre. Voilà. Eh ben, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intention. En plus, c'est nos voisins, donc Exactement. ça risque C'est la d'être plutôt maison. sympathique. Et aussi un petit mot sur la Coupe du Monde féminine, où les Françaises ont remporté tous leurs matchs de poule. Notamment, là, ils ont eu un dernier succès, 57-10 contre Mm. l'Afrique du Sud. C'est très positif aussi. Elles vont affronter l'Irlande en quart de finale, du coup, dimanche prochain. C'est important aussi de le mentionner, et c'est très Mm. positif aussi. Ça montre que ce soit masculin ou féminin, les Français ont la cote au rugby. C'est ça, on attend, je pense, la finale contre l'Angleterre, hein, Bien sans sûr. grande surprise, mais voilà. Écoute, à suivre aussi, c'est important, tu l'as dit de le mentionner. Voilà. On va faire encore une fois deux petits coucous avant de passer à un encart basket. On va parler maintenant de l'UFC et tous nos Français dans le main show ont remporté leur victoire. Quand même assez facilement. Benoît Saint-Denis contre Ruffy, Nassourdine Imavov qui s'impose. Enfin bref, on a vraiment eu une belle soirée quand on est français, qui était en plus justement en France. William Gomis qui gagne, Oumar Sy, Axel Sola. Enfin bref, c'est vraiment une super soirée pour les Français. Ouais, ça fait plaisir, honnêtement. D'autant plus, moi, ce qui me fait plaisir, c'est Benoît Saint-Denis qui revient fort, qui était quand même en délicatesse, Oui. hein, depuis un certain nombre de mois. On pensait un peu finito, etc. Au final, il s'en est très bien sorti. La Sourdine également, très solide, franchement, j'ai trouvé très solide face à un Brésilien quand même costaud, hein. Ouais, Caio Borralho qui a vraiment Ouais, posé des ouais, ouais. soucis, c'est allé au bout des synchrones, hein. Très costaud le garçon et puis j'ai bien aimé à la fin le petit discours voilà de fair play, dire que c'est Nassourdine a bien précisé que voilà tout ce qui avait été dit avant c'était un peu du business et qu'au final le Voilà. Brésilien c'était quelqu'un de bien, etc. J'ai bien aimé ce côté fair play aussi. Il y a du respect quand même, et c'est bien aussi parce que tous les Français vont augmenter dans les rangs de l'UFC, et ça peut donner certains combats pour le titre. Je pense à Imavov, qui est Bien premier sûr. de sa catégorie. Il risque d'avoir des étincelles.
Ouais, je Ah suis bah très curieux. on attend le combat pour la ceinture. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va faire un petit coup du côté des États-Unis et de l'US Open. Et on a Ah ouais, désormais nos deux champions masculins et féminins. Sabalenka qui prend sa revanche et qui parvient donc du coup à remporter le titre sur la terre américaine contre Anisimova qui enchaîne sa deuxième grosse performance de suite, hein. Franchement aussi, il faudra ouais. le souligner. Et pour la troisième fois de suite, on a eu une confrontation entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Et c'est la double peine pour l'Italien parce que non seulement il perd le titre américain, mais il perd aussi sa première place au classement mondial. C'est désormais l'Espagnol qui est au sommet de partout. Ouais, franchement magnifique. Magnifique Carlitos. Enfin, j'ai trouvé en tout cas on l'attendait évidemment cette finale. On l'a vu tout le long, ils ont déroulé tous les deux. Et le niveau de Carlitos sur cette finale, j'ai trouvé assez impressionnant, notamment sur le premier set, Ouais, où il a déroulé. C'était franchement une partition parfaite, vraiment du grand art. Il a perdu seulement 3 points, je crois, au service sur le oui. premier set. Voilà, j'ai C'est trouvé un truc aussi qu'on lui a impressionnant. reproché à Wimbledon, hein, son service, hein, à Alcaraz, hein. Exactement. Et là, je l'ai trouvé très très bon au service. Incroyable. Je pense que le changement, parce qu'il a changé quelque chose dans son service l'année dernière, et ça commence enfin à payer. Et franchement, il a été très bon là-dessus, en retour aussi exceptionnel, et ça a Oui. vraiment perturbé Sinner. Franchement, il était à un niveau qui était vraiment très très haut, et même Sinner pouvait rien faire. Et Donc c'est un pourtant, peu ce qu'on l'Italien, il a avait. fait des dingueries, hein. Il a fait des Ouais, dingueries tout le voilà. long du tournoi. C'est un peu le débat qu'on avait eu quand il y avait eu Roland Garros, Oui. c'est que la différence entre les deux, c'est que Carlitos il est capable de s'élever très très haut et là bah il y a personne pour aller le chercher quoi. Alors que Sinner il est évidemment plus constant même s'il est Mm. très très haut mais il est très J'ai haut l'impression qu'il dans la a un constance. plafond vert, hein. Il a un plafond Peut-être vert, le Shaq Sinner. en tout cas ça augure que de encore de beaux affrontements entre ces deux garçons-là Ouais. et récupérer la place de numéro 1 mondial comme ça, sixième Grand Chelem, Ah, ça commence à devenir très sérieux. ça devient très costaud. Et du côté des femmes, du coup, un petit mot, hein, Sabalenka qui s'est vraiment imposée en force, hein, quand même, notamment lors du deuxième set, elle a dû s'employer, c'est allé au tie-break. Hum, Mais voilà, c'est une superbe victoire pour elle. Elle a enfin décroché son titre majeur, hein, de 2025, il a fallu saison ouais. attendre. Ouais. Mais voilà, et encore une fois, un super performance d'Anisimova encore qui prouve qu'elle a des mots à dire. Elle a quelque chose à dire dans ce tableau féminin. Ouais, ouais, c'est clair, hein. Mais petit mot sur Zabalenka, elle est quand même largement au-dessus, je trouve, des autres. En tout cas, que ça soit au classement ou autre, je la trouve Au-dessus très de Coco au-dessus. Gauff, au-dessus de tout le Ouais, monde. ouais, je la trouve au-dessus. Je crois, elle a plus de 3000 points d'avance au classement en termes de points, donc elle est largement au-dessus. Et c'est vrai que cette année, elle a un peu failli en finale à chaque fois. Mm. Hein, on se Et rappelle puis la elle a finale beaucoup râlé aussi. exactement, le comportement. Donc, j'ai l'impression qu'elle est en train de s'améliorer sur tous ces petits points-là. Avant, elle avait un problème au service. Maintenant, en ce moment, il y a quelques mois, c'était un peu le mental, etc. J'ai l'impression qu'elle est en Mm. train de grandir et de s'améliorer. Donc, franchement, ça fait plaisir à voir. Ouais. Franchement, bravo parce que elle a essuyé pas mal de défaites en finale et c'est dur hein, Et des de perdre grosses de finale. défaites en plus, hein. C'est Ouais, ouais. pas. Ouais, c'était compliqué, Perdre hein. en finale comme ça, donc revenir sur l'US Open et gagner comme ça, bravo. Non, franchement, respect à elle. Il est temps maintenant d'ouvrir l'encart Eurobasket. Hum, hum, C'est un encart qui, tu me connais, Samuel, me tient un peu à cœur et qui va bien un sûr. peu m'agacer. Alors, juste avant de parler du sujet principal, hein, on va parler un petit peu des folies qui se sont passées juste avant. L'Espagne, championne au titre, qui se fait sortir en phase de poule. Et la Serbie qui se fait éliminer par Ouais. la Finlande du demi-goth Lauri Markkanen qui lui, à chaque fois qu'il est en Europe, il fait du grand n'importe quoi, dans le positif du terme, c'est-à-dire que le mec écrase toute sa compétition. Et c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus choquant pour toi, Samuel? L'Espagne, championne au titre, qui se fait sortir dès les phases de poule, ou la Serbie à qui on aurait offert le titre sans concession, qui se fait éliminer de manière surprenante? Bah, moi, c'est plutôt la Serbie, tu vois, parce que déjà, j'annonçais que si la France finissait premier du groupe, la Serbie allait finir première de ce groupe, donc on allait esquiver la Serbie jusqu'en finale. Eh Bah, ben, on a failli les choper en quart. au final, ils finissent pas premier, nous on finit premier et ils passent pas les huitièmes, on passe pas les huitièmes, donc Voilà. voilà. On parle pas de ça tout de Donc suite, on va cuisiner tout le monde après. ouais, ouais, bien sûr, mais enfin voilà, donc assez surpris, franchement, ça a déjoué un peu tous les pronostics, hein, comme quoi il y a pas il y a pas que dans le football où il y a énormément de rebondissements, hein, dans les autres sports aussi. Mm. Donc franchement assez surpris, un peu déçu évidemment de tout ça, mais maintenant je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'il y a un peu une autoroute qui se dessine pour l'Allemagne.
même si on est plus sûr de rien maintenant, Faut quoi. faire attention à la Slovénie, il faut faire attention à la Grèce, mais c'est vrai que Ouais, c'est maintenant plus ou moins un boulevard pour l'Allemagne qui est maintenant la seule et unique équipe favorite à 100% pour le titre. Mais on a bien vu ce qui s'est passé lorsqu'on ouais, s'appelle la Serbie et qu'on est favori. ouais, c'est Mais ça. on va parler maintenant de l'éléphant dans la pièce. L'équipe de France qui déjà nous avait un peu déçus après une défaite contre l'Israël, qui n'était pas prévue au programme, et qui là tombe de très très haut contre la Géorgie, 80-70, mais autant vous dire que ce score ne représente pas vraiment ce qui s'est passé dans le match, parce que à aucun moment la France n'a réussi à poser vraiment de problème à la Géorgie. Mm. Ils ont déroulé pendant tout le match et les Français ont vraiment joué intensément pendant 5 minutes sur les 40. Bon, même si c'était une équipe de transition, même s'il nous a manqué des gens, évidemment, tous les joueurs qui sont allés s'entraîner pour leur saison ou qui ont refusé de venir parce que la France avait un peu snobé et aussi qu'on avait perdu Alex Sarr, Mathieu Strazet sur blessure, c'est une équipe un peu de transition. Euh, Comment on peut expliquer une équipe qui s'écroule comme ça alors qu'ils ont battu une Slovénie qui était plus que pénible, qui avait pratiquement tout le monde? Enfin, c'est très difficile à expliquer. Essaie de m'éclairer un peu, s'il te plaît. Bah, honnêtement, je pense que déjà, il y a, tu l'as dit, l'inexpérience d'un groupe, très jeune, on l'a dit, nouveau sélectionneur, etc. Il y a ça qui peut évidemment expliquer la défaite. Et surtout, ils se sont fait, je pense, surprendre par une équipe un peu de vieux briscards, hein, ces Géorgiens. Oui, et Et ils étaient affamés. C'est la différence. exactement, exactement. Eux, ils sont rentrés dans leur match, ils étaient tout de suite dedans, tout de suite, ils ont pris confiance. Et en face, bah, je trouve que le premier quart, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais tu étais plus expert que moi, mais le premier carton, il est mauvais, quoi. Ah, mais ça a été une Il rentre, démonstration de la Géorgie. Les Français ont fait n'importe quoi, hein. C'est... exactement, et ils ont pris confiance dès le début, ils sont rentrés dans leur match, et c'est notamment Sylvain Francisco qui disait après le match qu'ils avaient loupé leur entame de match, et que Mm. tout de suite ils avaient perdu confiance, et je suis assez d'accord avec ça. Je trouve qu'ils ont été dépassés tout de suite, et ensuite ils ont jamais réussi à les mettre en difficulté. Ils ont toujours été... Ils ont forcé du parking aussi. Ils ont forcé à 3 points. C'était Ouais, immonde. ah oui, évidemment, tu mets un peu la chose la plus, pour moi, la plus évidente qu'on a vue, c'est cette maladresse. Cette maladresse à 6 trois points. sur 6 40 ou sur, je sais pas ouais, combien à 6 3 sur points. 36. Ouais. C'est quand même assez aberrant. Est-ce que je sais pas, un problème mental? Est-ce que c'est à force de voir, de se dire putain, on va quand même pas perdre contre C'est des ça. Géorgiens? Je Le sais pas. stress et la panique. Et du coup, ils ont forcé leur shoot et ça a jamais vraiment cliqué. Et puis même, enfin, collectivement, je trouvais qu'il y avait un souci, quoi. Là, ce Ouais, match-là, j'ai trouvé qu'ils ont un peu été exposés par leur inexpérience en tant que groupe. Il manquait, un on leader. on sent aussi qu'il manquait de taille. D'où la Ouais, référence à Rudy Gobert et Victor Wembanyama, parce que je pense qu'ils auraient fait du dégât dans la raquette. Et là, je trouvais qu'il manquait un peu de taille. Et on parlait de Gershon Yabusele, qui était le capitaine plus ou moins désigné de cette équipe et le plus âgé, 31 ans. Il a disparu. ouais. Dans ce match-là, j'ai pas vu Gershon Yabusele, ou très peu. Et même C'est... euh, des Ouais, leaders ouais. même simplement vocaux, je veux dire, de dire bon les gars, là, on est en train de merder, voilà. Elio Kobo, on l'a pas beaucoup vu non plus. Non, Enfin, c'était compliqué, hein. Vraiment, ce match-là est pas beau à voir, hein. Même... non. Après, j- j'ai envie de voir un peu le verre à moitié plein, c'est-à-dire dans le sens où ça va évidemment leur servir. Parce que Et c'est on a une des défaite, ils excuses, sont oui, c'est jeunes vrai. et il y a énormément d'absents évidemment, mais je pense que ça va leur servir. C'était Batum, je crois, qui était sur Oui, le direct, qui que j'ai disait à la trouvé fin que excellent commentaire d'ailleurs tout le long de la compétition, je tiens à le dire ouais, aussi. je suis d'accord. Et qui disait à la fin, bah, au final, ça va leur servir. Et il était limite en train de dire que ce qu'il voyait devant lui, enfin, il était pas content, mais qu'au final, il voyait quand même du positif. C'est un mal pour un C'est, bien. et il faisait référence aussi à l'après Parker en 2017, où pareil, ils avaient été éliminés, Oui. très rapidement dans le tournoi. Donc, je pense qu'évidemment, ça peut leur servir et que ça doit leur servir et que ça va être dur, là, comme il disait, les prochains jours, etc., parce qu'ils vont prendre la vague, ils sont en train de prendre la vague de critiques. Mais voilà. En tout cas, le sélectionneur est conservé, hein. Je crois que j'ai vu passer Oui, j'ai l'info. vu passer le truc que Frais Photo, effectivement, a été conservé. C'est une annonce qui a été postée directement après, ou peu de temps après. Ça, c'est une Peut-être bonne pour chose. rassurer, oui, Ouais, voilà, je ouais. pense que c'est pour ça. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir une Ah, équipe on est de déçu, on France, est déçu. voilà, comme ça, quoi. C'est bon, on va essayer de pas trop, Faut se de remobiliser pour la prochaine Coupe du Monde, quoi. voilà, c'est ça.
On a encore un peu de temps, Samuel. Je te propose de parler de d'autres choses. On va parler de MotoGP et Quartararo qui s'offre un nouveau podium. Ça fait ça faisait quelques temps que Quartararo, on n'entendait pas trop parler de lui après sa victoire en tant que champion du monde il y a quelques années de ça. Il est en train de revenir sur le devant de la scène et ça fait plutôt plaisir. Ouais, on attend les nouvelles réglementations moteurs, les nouveaux moteurs V4 qui vont débarquer, qui vont totalement chambouler l'année prochaine un peu l'écosystème et les qui dirige et qui un peu domine un peu le MotoGP. Oui. Et c'est vrai que bon voilà, Quartaro, il arrive à faire un peu des miracles avec une machine qui depuis maintenant quelques années est largement en dessous des Ducati Ouais, elle qui est presque obsolète son truc, enfin, c'est oui, oui, non, impressionnant. il a re-signé chez Yamaha, pardon, et malheureusement, ils sont pas à la hauteur ils sont largement en dessous des Ducati qui dominent largement depuis maintenant quelques années. Mm, Et donc, il arrive un peu depuis le début de saison là, vraiment à faire un peu des miracles avec sa moto, c'est à ça. faire des bonnes qualifs, à faire des bons sprints et des courses assez intéressantes. Il arrive à grappiller des points par-ci par-là. Et moi, je pense que ça prouve encore une fois que c'est l'un des meilleurs pilotes du circuit Ouais, c'est clair. et que l'année prochaine, si ou je sais pas si c'est l'année prochaine ou l'année d'après encore, il me semble que c'est l'année prochaine. Si Yamaha arrive à véritablement un peu renverser un peu tout ce qui se passe et à vraiment produire des machines qui sont performantes avec ces nouvelles réglementations, et ben j'espère qu'il pourra être à la hauteur sur sa machine pour pouvoir évidemment faire la différence parce que la qualité de pilote, il l'a. C'est Oui. évident, c'est l'un des meilleurs pilotes. Mais ici, il suffit qu'il ait une bonne machine et ça peut évidemment retourner sur des sommets et pourquoi pas le revoir remporter, être champion du monde encore une fois. Bah ouais, c'est clair, franchement, c'est très intéressant. On a encore deux mots à dire, un de Formule 1 et de l'athlétisme. La Formule 1, c'est Max Verstappen vient de prendre son rythme, il vient de gagner le GP d'Italie. Ça commence un peu à s'accélérer, mais on a aussi quelques satisfactions françaises, il me semble, non? Ouais, bien sûr, dans ce Grand Prix d'Italie, donc à Monza, on attendait plutôt les McLaren, hein, qui depuis le début de saison, évidemment, sont largement au-dessus des autres, Mhm. que ce soit Piastri ou Norris. Et au final, Max Verstappen qui déroule, je pense qu'il a archi dominé même ce Grand Prix. Ah oui, il les a coiffés au poteau aux qualifications, et derrière, Exactement. lors du GP, ça a roulé tout seul. Exactement. Et pour parler des Français, on a Isaac Adjar, franchement Voilà, impressionnant, qui part depuis la voie des stands parce que il s'était manqué sur les qualifications et qui arrive à remonter, qui grappille, et qui finit 10e. Donc franchement, ça montre encore une très nouvelle fois costaud. pour sa première saison en F1, le niveau qu'il affiche, exceptionnel. Mhm. Surtout que le week-end dernier, le Grand Prix d'avant, il avait fait son premier podium, donc magnifique. Franchement, Super. j'espère que ça va lui offrir un baquet chez Red Bull l'année prochaine. Ouais, c'est clair, il le mérite, hein, surtout que Tout bah, à fait. vraiment, c'est le plus jeune, il me semble, c'est le plus C'est l'un jeune, des plus jeunes, ouais. c'est l'un des plus jeunes coureurs de cette classe 2025-2026 et il est clairement en train de passer à la vitesse supérieure et prouver que on devrait le prendre au sérieux et ça fait très plaisir de voir ça. Vraiment très Ah très très mais plaisir. très clairement, franchement, on espère qu'il va aller loin et que ça va un peu pousser tous les Français à augmenter un peu leur niveau et à créer un enthousiasme autour des pilotes français en F1 parce que mine de rien, on en a quand même quelques-uns, quoi. Ah, ouais, quelques-uns, hein, c'est clair, hein, mais effectivement, pour l'instant, on ne voit que lui, mais ça va peut-être en réveiller certains. Hein, je ne vise personne, suivez mon regard. On va terminer avec un mot d'athlétisme, Samuel, et ça y est, on en parlait, et on va aller au Japon. On va aller au Japon. C'est ça. Moi, c'est un peu l'apothéose de la saison. Ça y est, les championnats du monde d'athlétisme démarrent le 13 septembre. Sur On France y est TV ou plus que pas? tout à fait sur France Télévisions gratuitement à suivre. Je pense une grande partie du programme, Voilà. même voilà, et Faudra le aussi sur préciser que Eurosport. du coup, ouais, voilà, sur Eurosport, et on va aussi préciser que nous, du coup, lorsqu'on reviendra dans 2 semaines, ce sera terminé, donc on aura une grosse page athlétisme où on va tout couvrir. Voilà, c'est On juste pour donner espère. l'information. Mais vas-y, dis-nous un peu, Voilà. fais-nous, on a quelques minutes, fais-nous un petit preview. Eh ben écoute, donc on l'a dit, hein, c'est la 20e édition des championnats du monde depuis 1983. On est au Japon. Donc petite info pour ceux qui veulent suivre, il y a 9 heures de décalage horaire. Donc ça va Préparez vos entraîner réveils. des. Voilà, c'est ça. Alors les sessions du soir, donc les sessions on va dire les plus intéressantes avec les finales, etc. Ça sera chez nous début d'après-midi, 13-14 heures, etc. Donc ça c'est plutôt cool, ça reste Ça, c'est bien. accessible, même si la semaine, bon, si on travaille, etc. c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est déjà mieux que la nuit. Et justement, la nuit, ça sera pour les sessions du matin.
Au Japon, ça sera diffusé donc chez nous la nuit malheureusement. Donc si vous voulez suivre un Vers peu les quoi? qualifs, 3 heures, 4 etc. heures, c'est ça, non? Ouais, un peu peut-être même un peu plus tôt. Donc il va falloir mettre le réveil si vous voulez suivre les qualifications. Mais bon, voilà, déjà suivre les finales, etc. C'est déjà superbe. Et donc on est donc à Tokyo, au Japon. Dernière fois qu'ils avaient un peu accueilli cette compétition championnat du monde, c'était en 91. Une édition assez exceptionnelle hein, en termes de Oui. records, etc. Enfin, c'était assez fou. Donc on espère la même chose cette année. Donc on a 200 pays représentés. Donc ça c'est quand même une stat. Je trouve. Enfin, quand j'ai vu cette stat, C'est j'étais pas un un peu record? je sais pas, je suis pas sûr que ce soit un record, c'est un peu chaque année la même chose, mais c'est assez fou quand même en 200 pays. Donc ça montre bien que l'athlétisme est le sport le Après, plus attention, universel, hein. il faut aussi préciser, il y a certes 200 délégations, mais il n'y a pas autant d'athlètes pour chaque délégation, hein, qu'on soit clair. Non, bien sûr, il y a des délégations qui ont un ou deux athlètes, tu vois, c'est Voilà. évidemment, Mais mais c'est ce que je plus veux le dire, nombre c'est de que pays qui choque, voilà, c'est ça. en termes d'universalité, on peut pas faire mieux que C'est l'athlétisme. ça. Ah, c'est C'est clair. assez exceptionnel. Donc franchement, ça c'est une grande stat. Il y aura plus de 2000 athlètes. Plus Donc c'est inclusif, plus tu meurs, c'est sûr. exactement, c'est plus qu'aux Jeux Olympiques en termes de nombre d'athlètes. Oui. Il faut le savoir parce que les critères sont moins stricts en termes de sélection. Donc on a plus d'athlètes au final qu'aux Jeux Olympiques, donc c'est encore plus relevé. Voilà, donc du côté de la délégation française, on a 73 athlètes, 74 athlètes qui ont été sélectionnés, donc quand même une assez belle Ouais, on est délégation, pas on va mal, dire. hein. On Ça en peut est où paraître beaucoup, par rapport mais à... évidemment, on est un peu en dessous des Bien grandes sûr. nations comme les États-Unis, etc., ou même le Japon, etc. Donc ils ont quand même pas mal plus d'athlètes, mais on est quand même pas trop mal. On a eu des éditions où on avait beaucoup moins d'athlètes, où ça Oui. tournait autour des 50. Je crois que c'était à Eugene il y a quelques années. Donc voilà, on a quand même une belle délégation. À la base, il y avait eu donc des critères de sélection, des critères de sélection pardon assez difficiles. Oui. Donc c'est assez strict. On s'était dit oula, il va pas y avoir beaucoup de monde qui vont réussir à faire les minima, donc ça va être difficile. On va pas avoir beaucoup d'athlètes. On avait pas mal critiqué à ce moment-là quand la fédération française avait mis en place avait publié un peu ses minima. Hmm. Et au final, Bah, ils ont plutôt, plein de records ont été battus, hein. C'est plutôt bah, l'inverse qui s'est passé, hein. au final, on a eu donc des belles performances de la part des Français, en sachant qu'on a une année post-Jeux Olympiques à la maison. Donc pour Voilà, ceux c'est qui ont fait ça. les JO, c'est mentalement c'est difficile. Et que c'est le Et premier rite de passage pour le prochain. Voilà. exactement. Et au final, ils sont bien réfléchis. Ils ont fait quand même des petites faveurs, etc. Je trouve qu'ils ont été vraiment intelligents dans la sélection. Ils ont pris Oui. des garçons qui sont capables et des filles qui sont capables d'aller vraiment chercher des perfs, alors qu'ils n'ont pas forcément énormément prouvé cette année. Par exemple, des athlètes qui sont partis aux Jeux Olympiques, mais qui n'ont pas forcément brillé. Mais de par leur statut d'avoir fait les Jeux Olympiques l'année dernière, bah, ils n'ont pas eu à faire de grosses performances cette année. Ils ont juste à prouver leur état de forme. Alors, je suis pas en train de dire que ils vont y aller pour faire du tourisme et qu'ils n'ont pas eu besoin du tout de prouver. Non, non. S'ils y vont, c'est qu'on sait qu'il y a une bonne chance de médaille. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir autant d'athlètes, de pouvoir permettre à des jeunes, etc., de prendre de l'expérience un peu. Moi, à mon avis, c'est une bonne chose. Même si il y a toujours ce prisme-là de attention à pas envoyer trop d'athlètes, à pas montrer qu'on envoie 60, 100 athlètes à Tokyo, qu'on dépense énormément, que la fédération dépense énormément pour au final Oui. rentrer, parce qu'on sait que le risque de rentrer avec zéro médaille existe, hein, on l'espère pas. Mais au niveau de l'image et de la pression que ça peut mettre un peu aux athlètes et même au staff, attention à ce côté-là aussi, de pas trop envoyer de monde et au final, on revient avec zéro et dans les médias, bah, ils se font tuer. Vous voyez, on envoie 100 athlètes à Tokyo, ça a coûté une blinde, au final, on a zéro médaille, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc voilà, il y a ce côté-là où c'est très intéressant pour l'expérience, très Oui. sympa d'envoyer ces athlètes qui peuvent accumuler, on le sait, c'est important, mais attention au revers médiatique. C'est Et ça. sinon, si on parle un peu des chances de médaille, alors Voilà, évidemment, c'est ça. Pour je vais pas, terminer, on a moins de 2 minutes. Donne-nous peut-être un ou deux noms qu'on doit suivre en particulier. alors, on va pas avoir 15 ou 20 médailles, je vais pas vous mentir, mais on a des athlètes qui arrivent avec des performances qui font partie des meilleurs bilans mondiaux, donc on a des vraies chances. Et si je dois en donner un comme ça serait Azenid Abs sur le 1500 mètres. Il arrive Oui, avec on est la meilleure d'accord. performance mondiale de la saison. Voilà. Et donc du coup, après, pour tout le reste, vous allez pouvoir découvrir tout ça très très vite. Et nous, on a très très hâte de voir ça. Ça commence quand, la toute première 13, journée? 13 septembre. Le 13 septembre. Et donc du coup, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, nous couvrirons tout ça pour le 23 septembre. Donc du coup, ce sera terminé d'ici là. Mais rassurez-vous que Samuel sera monté comme un coucou et moi aussi Ah ouais. pour pouvoir vous parler de tout ça parce que nous, évidemment, on est très intéressés et très curieux. Mon cher Samuel, merci encore d'être venu Merci à toi. pour cette première émission post-Summer Tour.
J'espère que ça t'a plu encore une fois de Évidemment. parler de notre passion, le sport. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour reprendre cette discussion là où on l'a laissée. Merci encore beaucoup à toi, merci à tous de nous suivre. Merci. On se retrouve très très vite. Des gros bisous, salut! Ciao.